Bonjour à tous. Je ne sais pas exactement qui est-ce qui est présent parce qu'on n'a pas la liste là des participants, mais vous êtes à peu près une petite trentaine de connectés. Donc bienvenue à cette deuxième rencontre territoriale. Donc c'est la deuxième rencontre d'un cycle qu'on a donc appelé les rencontres territoriales pour créer des opportunités d'échange et de collaboration entre les décideurs sur des projets structurants du territoire et puis le monde privé, le monde public. Ce sont des moments privilégiés entre acteurs et décideurs et une véritable opportunité d'accéder aux informations sur les enjeux et sur les sujets stratégiques du territoire. C'est une opportunité également pour exprimer vos positions, pour créer du lien entre les pairs, pour développer votre entreprise en vous appuyant également sur ces projets structurants du territoire. Alors, on entend plus la personne qui feuillette quelque chose là près du micro que vous parlez dans le fond. Alors, merci pour le commentaire. Donc, je vous demanderai à tous de bien vouloir couper vos micros si vous ne prenez pas la parole pour que tout le monde puisse bien entendre. Voilà, donc ce soir, nous avons un thème qui s'appelle Cœur de ville et confluence, qui avait été demandé par un certain nombre d'acteurs du territoire, notamment les membres de l'ADPE et puis la Fédération française du bâtiment. Donc c'est une opportunité aujourd'hui de se voir présenter ces deux projets. Donc on a différents intervenants qui seront donc Jean-François Marie, qui est en présentiel avec nous dans la salle, Pascal Duchesne, qui est en visioconférence normalement, Albert Guillard qui est également avec nous dans la salle, Catherine Girard qui nous parlera du projet Confluence, qui est la chef de projet du projet Confluence, et Pierre Laurenceau qui nous parlera de Cœur de ville également, et qui est ce chef de projet. Voilà, donc bienvenue à cette deuxième rencontre, et je laisse la parole à Jean-François Marie qui va prendre la suite. Avant que Monsieur Marie démarre, excusez-moi, mais c'est toujours un problème de son. En fait, le son, il n'est pas sur la chaise qui est devant, il est sur l'ordinateur avec lequel vous êtes prise en visio. C'est pour ça qu'on a un faux son qui est proche. Alors, merci. On va essayer de résoudre ça. Quelqu'un ? Ah non, moi j'ai pas d'ordi, moi. On m'entend bien ou je peux commencer ou j'attends ? C'est vraiment très entend super loin. Mais c'est le micro là qui est allumé, c'est pas ces micros qui parlent là. C'est quoi ce micro là ? C'est celui-là normalement. Bah alors à quoi il sert cela ? C'est pour moi. Ah, D'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Ah bah si vous criez, oui. est-ce que vous pouvez apporter le micro ? On va y aller. Approchez le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Vincent de l'organisation donc, de ces rencontres territoriales dans un contexte un peu particulier de crise sanitaire, mais qui en même temps trouvent tout leur sens. Finalement, le cœur du projet, de cette réflexion ce soir et de la présentation donc, de l'opération Cœur de ville, qui est une opération riche pour le cœur du territoire Redon-Saint-Nicolas et avec la participation de Redon Agglomération et Confluence 2030, nous sommes finalement sur la transition démographique du territoire avec le constat, comme partout en France, que la population vieillit et qu'en même temps, sur notre territoire de Redon Agglomération, nous souhaitons accueillir de nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants que nous souhaitons accueillir, ce sont également toutes les générations, y compris des actifs et des jeunes, on pourra en reparler.
Cette crise sanitaire va peut-être d'ailleurs accroître l'acuité de cette nécessité et de cette opportunité pour Redon avec le développement du télétravail dans une ville, somme toute, qui est à 2h10 de Paris. Quelque chose qui est essentiel. Cœur de ville, c'est quoi ? C'est la revitalisation finalement du cœur de Redon Agglomération et ce sera également accompagné de 3 autres opérations, Petite Ville de demain. Petite Ville de demain sur le 44 avec Guémené-Pinfo en particulier, Pipriac sur le 35 et sur le secteur morbihanais, à l'air avec quelques autres communes. L'objectif, c'est de revitaliser notre territoire et en particulier d'apporter une nouvelle offre de logements rénovés et entre autres dans l'ancien et en cœur d'agglomération. Le déclenchement, mais ça va être présenté tout à l'heure, d'une opération de revitalisation du territoire est quelque chose d'extrêmement important qu'il convient de souligner. C'est la première fois que nous en aurons sur le territoire et c'est l'occasion, c'est aussi un appel pour tous les opérateurs, privés en particulier, pour venir investir chez nous. Je terminerai ces propos pour rappeler le... Pardon ? Je rappellerai pour le rayonnement de Redon, j'ai parlé du pôle d'échange multimodal. Je parlerai également de Redon comme ville étudiante avec 5 lycées, une ambition d'accueillir 1000 étudiants très rapidement sur le territoire et naturellement ville de confluence. D'ailleurs, une des thématiques ce soir s'intitule Confluence 2030. Voilà, pour cette première partie, je vais en rester là et je crois que c'est Pascal Duchesne, maire de Redon, qui va prendre la suite. Alors Pascal Duchesne, le temps que Pascal Duchesne Excusez-moi, est-ce que ceux qui ont des micros en visio peuvent les couper ? Pour tous ceux qui sont en visio, pensez bien à couper votre micro. Pensez absolument à couper votre micro pendant les interventions, d'une part, et d'autre part, si vous souhaitez voir le PowerPoint en grand, double-cliquez sur la petite fenêtre qui est en haut à gauche. Bon, comme quoi, maintenant, c'est... Qu'est-ce qui passe ? Alors je vais me permettre de couper les micros. Hop. Oui, tout à fait. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, donc il faut faire très attention avec ça, oui, absolument. Bon, là, les restaurants sont fermés pour le coup, mais... Excusez-moi, on entend une personne. Oui. J'arrive pas à les éteindre. Je suis pas en pilotage. C'est peut-être vous en pilotage, je sais pas. Merci, merci beaucoup, Joël, et puis à très bientôt. Merci. Je sais pas. Je n'arrive pas à désactiver. Est-ce que du coup vous prenez le relais, Monsieur Guillard, pour donner un petit peu de votre regard sur le lien entre Saint-Nicolas-de-Redon, Redon, les connexions sur le territoire ? Oui, bonsoir à vous tous. En préambule, je suis très heureux de rencontrer les acteurs économiques du pays de Redon, parce que je crois que Saint-Nicolas-de-Redon n'a pas trouvé le point d'harmonie souhaitable entre développement économique et qualité du cadre de vie pour ceux qui y habitent, ceux qui y travaillent, ceux qui viennent y chercher un service ou y faire un achat, ceux qui ne font qu'y passer, touristes et habitants des villes voisines. Ma conviction, c'est qu'on ne construit pas une ville sans les acteurs économiques, ni sans l'ensemble de ses habitants. Alors, au niveau de cette étude Confluence 2030 qui va vous être présentée tout à l'heure, à la commune de Saint-Nicolas, nous avions engagé cette étude Saint-Nicolas 2030 qui a été approuvée par le conseil municipal en décembre 2017. Et il y avait 4 grands sites à projet, dont le premier était la digue et l'avenue Jean Burel. Mais dans un espace beaucoup plus large. Il se trouve que, et je ne vais pas l'aborder parce que Catherine Girard le présentera tout à l'heure, les grandes orientations de notre approche de Saint-Nicolas ont tout à fait été en convergence avec l'étude Confluence 2030. Et sur ces points-là, je voulais juste aborder 2 aspects qui pour moi sont essentiels. La première, c'est que pour la commune de Saint-Nicolas, il y a de profondes mutations urbaines sur les rives de la Vilaine. Pendant de longues années, c'était le lieu d'entreprise, d'industrie,
C'était le site, les chantiers navals, c'était Sébilo, c'était Caour, c'était Renault, Lecoq, des entreprises qui se sont déplacées sur le site de la zone d'ébauche. D'autres sur le site de Tabago se sont maintenus et reconvertis. Je pense à Forissier hier, Châtal aujourd'hui. Et puis la zone commerciale de la Digue qui s'est fortement développée. Pour nous, il y a un point de transition, un point de bascule. Avec les inondations de 1995, une page se tourne, mais c'est déjà 25 ans. Et en fait, au niveau de l'urbanisme, la commune de Saint-Nicolas a besoin de temps et met du temps pour reconvertir des secteurs entiers, les secteurs de la digue, de la digue et des rives de la Vilaine. Et c'est vrai que l'étude que nous avons eu l'occasion de faire avec Redon et Redon Agglomération tombe à point pour faire évoluer ces zones qui sont très importantes, qui sont pratiquement des zones en cœur de ville, entre les deux villes. Et on voit bien que ce sont des activités, avec bientôt la mise en service de la base nautique, ce sont des activités qui vont se tourner beaucoup plus vers la nature, vers les marais. Il y a un des marais très riches en biodiversité qui sont tout près ici, et on voit bien qu'il y a une autre alternative qui est proposée. Et ça, c'est un premier point au niveau d'une urbanité en profonde mutation. Le deuxième point, ce sont des voies de circulation qui traversent avec pour destination Redon, c'est-à-dire on vient de Châteaubriand à Redon, on vient de Nord-sur-Erdre, Blain, Saint-Nazaire ou Nantes à Redon, et on traverse Saint-Nicolas. Et pour nous, on a une recherche importante là de trouver un équilibre. Il n'est pas question pour nous de freiner la circulation, mais on pose quand même une sérieuse question sur les nombreux poids lourds en transit qui, de mon point de vue, pour l'instant, mais vous allez peut-être pouvoir m'aider, n'apportent aucune plus-value économique ou de qualité d'environnement aux habitants même du cœur de ville de Saint-Nicolas. Peut-être que, pour terminer, je veux faire un point sur le logement bâti. On a des contraintes fortes au niveau du PPRI, puis maintenant de la réglementation sur les systèmes d'endiguement, qui nous laissent beaucoup de questions pour l'instant sur la rénovation de l'ancien en digue nord et sur le devenir de la digue sud. Mais le cœur de ville de Saint-Nicolas, c'est-à-dire de l'autre côté du passage à niveau, nous avons d'importants problèmes de logement, rénovation de l'ancien, mais aussi des capacités à offrir du logement neuf, parce que nous avons des demandes auxquelles nous ne savons pas répondre. Voilà. Après, juste sur le point qu'on m'avait proposé du lien entre Saint-Nicolas-de-Redon et Redon, je pense que les deux villes ont besoin de travailler ensemble. La réussite de l'une des villes dans ces projets apporte du bénéfice à l'autre. Et donc, moi, je suis tout à fait disposé, je dirais, à coopérer et à trouver des synergies favorables aux deux villes, sachant que ces deux villes représentent le pôle urbain principal de Redon Agglomération. Et donc, nous avons absolument besoin de travailler ensemble. Votre prise de parole. Ce que je vous propose, c'est d'entendre Pascal Duchesne avec son regard de maire de la ville de Redon et qu'il puisse nous exposer les projets de la ville de Redon. Pascal Duchesne, vous devez pouvoir prendre la parole en visio. Si, il est connecté. Tant que son micro se réactive peut-être. On entend, mais on ne m'entend pas manifestement. Ah, ça y est, c'est bon. Si. Bon, je raccroche. Ok. Donc, on m'entend là? Tout à fait. Est-ce que je peux avoir un retour? M'entend-on?
Nous vous entendons parfaitement. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Très bien. Bon, écoutez, alors d'abord, je vous prie de m'excuser parce que je ne peux pas être en présentiel, étant depuis hier cas contact, ce qui m'oblige à rester chez moi. Et je vous prie de m'excuser, mais nos outils de communication nous permettent de parler à distance. Alors, je n'ai pu entendre l'intervention de Jean-François au tout départ, aussi, mais j'ai entendu celle d'Albert. Écoutez, sur les sujets qui nous intéressent ce soir, donc Confluence 2030 et Action Cœur de Ville, vous dire d'abord que je me félicite pour ma part de l'engagement de nos collectivités, la ville de Redon, la ville de Saint-Nicolas-de-Redon et de l'EPCI, Redon Agglomération. Un engagement qui a maintenant une profondeur dans le temps, puisque nous nous sommes mis en marche, si vous me permettez l'expression, depuis maintenant 2016. Une longue gestation pour un projet ambitieux, ou des projets ambitieux, des projets urbains ambitieux, notamment pour la ville-centre. L'engagement aussi auprès de nous, de partenaires publics, État, région, département, Banque des territoires, Action Logement, Caisse de dépôt et consignation, je l'ai dit, la Banque des territoires, et quelques autres encore. La ville a validé, et cela a été fait également à la fédération de Redon, a validé le plan guide Confluence 2030 ces dernières semaines. Par ailleurs, nous avons déjà signé le dispositif Action Cœur de Ville il y a maintenant 2 ans. Nous sommes prêts à engager les opérations. Je dis en tout cas que pour ma part, pour la ville de Redon que je représente, les opérations dont nous allons parler ce soir, elles sont inscrites dans un plan pluriannuel d'investissement qui, au fur et à mesure des opérations, sera validé à l'occasion de nos conseils municipaux dédiés au budget, et que je m'impatiente de l'engagement de la ville dans ces opérations selon un calendrier assez serré pour ce qui est des 3 prochaines années, d'un calendrier qu'il va nous falloir suivre, opérationnel. Et aussi, je suis heureux de vous en instruire avec ceux qui m'entourent ce soir, pour que vous puissiez être, vous, acteurs et décideurs du territoire, à nos côtés pour mener ces opérations. J'ai parlé de partenaires publics, ils sont présents, ils sont là. Nous avons réussi à les réunir et à présenter des dossiers éligibles aux différents dispositifs. Ça, c'était le travail des élus, des collectivités, c'est notre taf. Maintenant, derrière nous, il nous faut les entreprises qui, pour tel ou tel projet, et pas simplement sur l'aspect BTP, soient à nos côtés pour faire vivre cette ambition territoriale. Voilà ce que je voulais dire. Présentation et des regards de nos élus de Redon Agglomération et des communes concernées. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Catherine Girard, qui est chef de projet Confluence 2030, pour qu'elle nous présente plus en détail le projet Confluence 2030. Bonjour à tous. Donc c'est moi qui agis sur le déroulement ? Oui. D'accord. Donc Catherine Girard, donc je travaille au service de Redon Agglomération, la ville de Redon et de Saint-Nicolas depuis 3 ans, donc sur ce projet urbain ambitieux pour le territoire. C'est un projet qui a débuté en 2016 avec une volonté partagée des 3 collectivités de réfléchir ensemble à l'avenir des quartiers portuaires de Redon. Nous sommes en 2020 et depuis cette date, depuis 2016, les 3 collectivités partenaires ont vraiment travaillé de manière constante pour pouvoir aboutir aujourd'hui à ce plan guide que nous vous présentons et qui amorce toute une stratégie de développement pour cet espace urbain.
Le périmètre de ce projet est assez étendu puisque nous partons du centre-bourg. Le but, c'est de remettre en lien le centre-ville de Saint-Nicolas-de-Redon à la ville de Redon. Donc, il y a bien sûr les quartiers portuaires proprement dits qui longent la Vilaine et le canal de Nantes à Brest, mais aussi l'avant-port qui est autrefois été, enfin qui est toujours, qui est, je dirais, un espace en mutation, une zone d'activité. Qui accueillait, voilà quelques années déjà, le port de commerce de Redon le long de la Vilaine. Et l'espace de confluence va aussi jusqu'à l'écluse du Bélion, en englobant dans ses bras les marais, qui sont des marais classés Natura 2000, entre le canal de Nantes à Brest et la Vilaine. Bien sûr, aujourd'hui, nous parlerons essentiellement du projet urbain proprement dit, puisque c'est ici que se situe l'avenir de cet espace. En 2018, ça a été une année marquante puisque sur la base d'un premier document d'orientation qui avait été élaboré par les 3 collectivités avec Loire-Atlantique Développement, il y a eu une large concertation avec les habitants, avec les acteurs du territoire, qui a permis d'aboutir à un plan d'orientation partagé dont les valeurs fondatrices sont les suivantes et elles nous guident en permanence dans les choix aujourd'hui que nous avons à opérer sur ce projet. Il s'agit d'une part que ce soit un projet qui soit élaboré ensemble, mais qui soit aussi pour une grande mixité à la fois de population, mais aussi une mixité d'activités. Donc un projet pour tous est capable de toucher le plus grand nombre. La deuxième valeur fondatrice, c'est l'attractivité. On est en cœur de ville avec des espaces qui en devenir, des espaces de friches qui libèrent des grandes superficies et qui nous permettent d'envisager effectivement des projets qui permettent de soutenir le renouvellement de l'attractivité du territoire. Donc un projet qui se veut rayonnant à l'échelle du territoire et on le verra tout à l'heure, il y a des sujets qui ne concernent pas que la centralité de ce pays, mais bien entendu l'ensemble des collectivités. Enfin, un troisième point qui est la créativité. Il y a une recherche permanente d'être dans notre époque, d'être dans une action contemporaine et donc créative et qui intègre aujourd'hui toutes les grandes valeurs qui animent les débats de société. Et on le voit bien aujourd'hui dans la crise que l'on connaît, c'est-à-dire la transition écologique, la transition sociétale, mais aussi la créativité culturelle, puisqu'on est ici dans un territoire qui recèle d'initiatives tout à fait innovantes dans plein de secteurs. Et enfin, au centre, nous voyons la gouvernance et une ambition exemplaire. Je pense qu'effectivement, depuis le démarrage de ce projet, il y a une volonté d'exemplarité dans la manière de travailler ensemble, d'être en lien avec les habitants. Et ce projet, ce n'est pas simplement la réussite de l'investissement de la collectivité, mais bien un projet partagé qui doit être porté par ses habitants, où l'habitant lui-même trouve à sa place, demain dans l'espace public, le touriste aussi dans l'espace public, dans des équipements, mais aussi la réussite repose sur la capacité de tous les acteurs économiques, culturels à trouver leur place et être eux-mêmes acteurs des grandes orientations qui sont définies. En 2019, sur la base de ce plan guide d'orientation, il y a une équipe de maîtrise d'œuvre qui a été recrutée. C'est l'équipe Greter qui est composée de 8 bureaux d'études avec des compétences complémentaires les unes aux autres. Les collectivités ont signé un contrat sur 3 ans et donc nous inscrivons dans la durée pour d'une part passer du plan guide à des phases opérationnelles. Durant cette période, en 2019, on a mené une action d'exemplarité aussi en matière d'urbanisme favorable à la santé, puisque Redon Agglo est engagé aussi sur des actions de santé de manière assez significative en lien avec ses collectivités. Cette action a été soutenue par les deux ARS et aujourd'hui identifiée comme une démarche exemplaire pour une ville et un territoire de notre taille. Il y a eu aussi une démarche engagée auprès des acteurs culturels pour voir en comment les acteurs culturels pouvaient trouver les moyens de soutenir leur activité économique dans ce projet. Et puis enfin, dès 2019, on a souhaité révéler ce qu'était cet espace et déjà toute la dynamique qu'il rassemblait, notamment au travers l'initiative associative, l'initiative publique, mais aussi l'initiative culturelle qui permettait de révéler différents lieux. Excusez-moi, j'étais trop vite.
Sur cette carte, on voit précisément un ensemble d'étoiles. Ces étoiles qui sont sur le périmètre du projet identifient des polarités de nature très différentes. On y retrouve bien sûr des établissements scolaires, on y retrouve un tissu commercial important, on y retrouve des espaces en devenir, des espaces sociaux. Et le grand enjeu de ce projet, c'est effectivement de recréer du lien entre ces différentes polarités qui sont l'espace de vie des habitants des deux villes, mais aussi du territoire avec des équipements majeurs. Cette mise en lien s'articule, comme vous le voyez sur ce plan, à travers deux grands axes structurants. D'une part, le canal, ça peut paraître complètement banal de dire on va remettre le canal au centre de ce projet, mais c'est bien une réalité puisqu'aujourd'hui le canal n'est pas vraiment connecté à la ville, il traverse la ville, mais il n'est pas en lien, les espaces rivulaires ne sont pas des espaces facilement accessibles et un des enjeux de ce projet, c'est effectivement de révéler à nouveau ce canal comme un lien entre les deux centralités du centre-ville de Saint-Nicolas et du centre-ville de Redon. L'autre axe majeur, eh bien, c'est de rétablir l'histoire, puisque, en fin de compte, si aujourd'hui un certain nombre de ces espaces n'ont pas trouvé encore leur devenir, c'est parce que nous sommes dans des espaces contraints qui ont été coupés d'une part par le canal, puis par la voie ferrée. Et tout l'enjeu est de rétablir ce lien historique des différents quartiers de la ville, qui est l'axe nord-sud. On y retrouve du coup aussi aujourd'hui l'axe gare-port. On y retrouve l'axe Abbaye-Croix-des-Marins. Donc des axes qui sont majeurs et qui sont aujourd'hui une autre façon de penser la ville, de créer du mouvement dans la ville et d'avoir un cœur d'agglomération étendu à l'échelle des deux villes. Les 6 enjeux de ce projet sont... Excusez-moi. Il y a 6 enjeux croisés qui les a cumulés aux autres, 6 enjeux complémentaires. Le premier, et il faut se le redire, parce que nous, en vivant au quotidien dans cet espace, on l'oublie, mais c'est de retrouver l'identité fluvio-maritime du cœur d'agglomération. Tout à l'heure, je disais que le projet n'était pas uniquement le projet de ville, mais bien le projet d'un territoire. Et ce qui marque définitivement et singulièrement ce territoire, c'est bien ce maillage de fleuves, de voies d'eau et de rivières qui en font vraiment son identité à part entière à l'échelle des deux régions. Donc c'est bien de réaffirmer cette identité-là et on verra que ça peut se décliner de plein de façons différentes. Le deuxième point, on l'a vu à travers toutes les cartes et les photos que qu'on a choisies pour vous faire cette présentation. L'eau est omniprésente. Elle est omniprésente, bien sûr, à travers le fleuve, mais elle est omniprésente aussi à travers les paysages. Et nous sommes dans un espace urbain qui est vraiment au contact d'un environnement naturel de grande qualité que sont les marais de Redon, qui sont des espaces Natura 2000 et qui donc ne bougeront pas dans leur fonction, puisqu'ils resteront des espaces naturels ou des espaces agricoles qui œuvrent en fonction des possibilités que le permet le site Natura 2000. Donc c'est bien de révéler ce cadre un peu, ce qu'ont appelé les urbanistes extraordinaires, puisqu'effectivement dans le quotidien, ça peut être quelque chose d'ordinaire, mais dès que on vient de l'extérieur et qu'on prend conscience de ce patrimoine exceptionnel, on est bien dans l'extraordinaire d'un cadre de vie exceptionnel. Le troisième point, c'est d'affirmer la vocation de centralité des quartiers portuaires. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas fonctionner quartier par quartier, mais de bien avoir une vision d'ensemble et de complémentarité de la programmation avec ce quartier portuaire qui se reconnecte au centre-ville de Redon. Le quatrième point, c'est concrétiser les transitions économiques, urbaines, sociales et culturelles. On est au cœur de la ville. C'est déjà un espace qui accueille un grand nombre d'activités et le projet Confluence 2030 vise à intensifier cette activité et à le repositionner dans une dynamique nouvelle.
Le 5e point, c'est de conjuguer les mobilités et puis les échelles et de renforcer les modes doux. C'est un enjeu majeur puisque je dirais le site majeur de ce projet, c'est bien sûr la presqu'île de Redon qui est, de par sa configuration, une presqu'île, donc un espace contraint. Et cet espace ne peut se développer qu'en reconnectant des circuits de mobilité avec les autres quartiers. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des enjeux forts à ce niveau-là. Et puis de révéler aussi les bords de rivière comme des espaces accessibles pour les déplacements à pied et en vélo qui sont l'avenir et les demandes aujourd'hui des nouveaux habitants de nos villes moyennes. Et puis enfin, c'est de ne pas dire on va faire, mais c'est de faire. Et vous le verrez, les 3 collectivités sont déjà en marche et ont déjà engagé un grand nombre d'actions qui montrent qu'on est déjà dans l'opérationnalité de ce projet. Sur cette carte, vous avez le plan guide dans sa globalité que je vais vous détailler par la suite avec notamment le site Gare Steph Angers qui se trouve donc au nord-ouest de la carte, le site centre-ville de Redon, centre historique, la digue nord et la digue sud qui sont les quartiers situés sur les rives de la Vilaine côté Saint-Nicolas, l'avenue Jean Burel, le centre-ville de Saint-Nicolas et le tournant du canal qui est la porte d'entrée dans cet espace, bien sûr la presqu'île et puis ce qu'on appelle aujourd'hui le port technique, qui est un espace en transition et en mutation. Pour traduire les enjeux que je vous exposais tout à l'heure, les élus ont choisi de retenir 5 objectifs majeurs. Le premier, c'est d'investir le site Garnier. C'est évidemment ce site qui est au centre de l'ensemble des quartiers, qui est le métacentre du projet urbain. Nous allons le détailler. Le deuxième objectif, c'est de connecter la presqu'île au centre-ville, c'est donc de travailler sur cet axe ville-port. Le troisième point, c'est de valoriser l'avenue du Canal, donc c'est cet axe qui longe le canal de Nantes à Brest. Le quatrième objectif, c'est la valorisation de la friche Steph, qui est donc le deuxième espace en devenir avec une recomposition urbaine à proximité du pôle gare. Et enfin, un certain nombre d'autres opérations qui trouvent leur réalité dans ce qu'on appelle nous aujourd'hui parc et port et qui regroupent un ensemble d'actions qui tournent autour de la thématique de l'eau, du fluvial et du nautisme. Sur le site Garnier, puisque c'est notre site emblématique, on va partir de la pointe, de la proue de la presqu'île pour remonter vers l'abbaye. C'est un lieu exceptionnel. Il y a juste à regarder cette magnifique photo pour le comprendre. Le grand espace aujourd'hui occupé par l'entreprise Garnier, qui donc offre à la ville de Redon et à la ville centre du territoire un potentiel exceptionnel. Même si on a l'impression que c'est un espace au bout de la ville, en fin de compte, c'est un espace très connecté et qui est déjà pratiqué de cette manière par les habitants et par tous ceux aujourd'hui qui traversent ce territoire. En haut à droite, une photo de l'état aujourd'hui de cette usine qui a connu, bien entendu, des heures glorieuses et qui reste dans les mémoires, d'où l'importance aussi de toute cette concertation qui a été menée jusqu'à maintenant, puisqu'on a pu constater au cours de cette concertation que ce n'était pas seulement les Redonnais qui étaient attachés à cet espace, mais bien tous les habitants du territoire. Donc demain, investir ce site Garnier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vient développer ici un nouveau programme qui vise d'une part à soutenir les dynamiques existantes. On le sait, il y a un cinéma qui s'est installé, qui est un cinéma de reconnaissance nationale, qui est le Ciné Manivelle, qui draine les populations au moins à 30 km à la ronde autour de Redon. Je dirais que cet équipement-là, qui a pu se faire aussi grâce au partenariat qui a pu s'établir avec les collectivités, a donné un peu le ton à ce que peut être demain cet espace. Donc un projet qui est tourné vers une vocation de l'attractivité touristique, culturelle,
l'événementiel aussi du territoire, puisqu'aujourd'hui, la pointe de cette presqu'île accueille de grandes manifestations territoriales et l'attachement des habitants de ce territoire est très lié aussi à la possibilité de continuer à profiter de cet espace en tant qu'espace public. Et puis, un des grands axes aussi de ce projet, c'est de continuer à promouvoir et à cultiver la qualité résidentielle de la presqu'île. Là, on retrouve la volonté des collectivités d'être dans un programme de mixité, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas voir au bout de cette île uniquement une vocation, mais plusieurs fonctions et plusieurs vocations. Concrètement, sur ce plan, vous voyez donc une programmation hybride qui s'appuie déjà sur un diagnostic qui a pu être fait de l'entreprise Garnier en place. D'une part, une volonté de garder un témoignage de ce bâtiment et de cette friche industrielle avec le maintien de la grande halle. Ce sont les 3 îlots que vous voyez sur votre gauche du plan. Un îlot qui serait donc dédié plutôt toujours à la vocation festive, une halle parapluie. Au milieu, une halle qui viendrait consolider et compléter toute l'offre de loisirs et d'activités économiques et touristiques avec l'accueil de restaurants et de cafés ou autres activités tournées vers le loisir et le tourisme. Hein, donc une halle serre qui puisse aussi peut-être accueillir des petits événements. Et enfin, un 3e îlot qui serait consacré à un projet culturel autour de la thématique eau et territoire. Donc là, on est sur la berge active de la presqu'île. Sur l'autre rive, on est sur la berge apaisée face au grand marais de Redon. Et donc là, l'option retenue par les élus, c'est d'avoir un espace résidentiel qui s'apparente dans ses volumes à l'ancien quartier du port de Redon et qui permette d'accueillir demain de nouveaux habitants en plein cœur de ville. Et au milieu, nous avons un espace qui aujourd'hui n'a pas une vocation très définie. Elle est plutôt tournée vers une activité économique, une activité flexible et qui trouvera sans doute sa vocation au fur et à mesure que nous allons poursuivre le travail avec les collectivités sur la programmation de cet espace. Et puis, bien entendu, à la Croix des Marins, l'espace public est maintenu pour pouvoir accueillir des événements, mais pouvoir être aussi un endroit où on se retrouve, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, sur des aires de jeu, sur simplement le plaisir d'être face au marais. Je poursuis. Le deuxième axe objectif important, c'est de connecter la presqu'île au centre-ville. C'est ce qu'on appelle l'axe ville-port. Ici, une très belle illustration de ce que pourrait être demain le quai Jean-Bart, avec donc une redistribution des déplacements qui permettent de révéler le port comme vraiment un élément structurant dans l'approche urbaine de la ville, et donc une valeur ajoutée évidente en matière d'attractivité, de cadre de vie, mais aussi d'attractivité touristique. Et sur votre droite, un plan qui montre cette volonté de reconnecter l'abbaye Saint-Sauveur, origine de la ville de Redon, à la Croix des Marins, avec une succession d'espaces et de lieux qui font vivre cet axe de promenade et de lien entre les deux quartiers et le futur quartier, puisque dans cette recherche aussi, Axe Ville-Port, c'est de trouver des complémentarités d'activités commerciales, économiques, entre ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur de ville et ce qui pourrait se passer demain sur l'espace Garnier. Et on le verra aussi en complémentarité avec ce qui peut se passer demain sur l'espace Steph, mais aussi sur l'axe Jean Burel. On est bien dans une volonté de venir enrichir l'existant et de venir soutenir son développement. Toujours dans l'axe Ville-Port, donc là quelques illustrations pour montrer l'importance
de l'abbaye Saint-Sauveur. On sait aujourd'hui que la ville de Redon va engager des travaux importants pour valoriser ce patrimoine exceptionnel. Et à patrimoine exceptionnel, il faut peut-être espace public exceptionnel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que tous les élus de Redon aujourd'hui en conviennent. Donc il s'agit de requalifier cet espace d'entrée de l'abbaye de Redon qui a rayonné autrefois très largement au-delà de nos territoires et de replacer ce monument dans les déplacements piétons et dans la déambulation de la ville. En même temps que l'entrée de l'abbaye, il y a la plage du Cézanne qui joue un rôle important d'entrée de la rue, de la grande rue, en lien avec la rue Notre-Dame de l'autre côté. Bien entendu, on regarde toujours on apporte toujours des regards croisés sur l'environnement proche et qui va se reconnecter en fin de compte à la rue du Port au niveau du plateau qui est l'entrée de la rue Notre-Dame. Aujourd'hui, on est dans une approche très routière de ces espaces-là et la proposition d'aménagement est d'être sur des aménagements apaisés où la voiture se sent contrainte, en fin de compte, de s'arrêter tellement c'est beau, tout simplement. Enjeu majeur, connexion, lien, c'est la traversée de la Vilaine, aujourd'hui qui est un lieu très contraint et qui présente des problèmes de sécurité majeurs pour les piétons et les vélos, alors qu'on y rencontre pendant tout l'été tous les visiteurs itinérants à vélo qui empruntent la Vélodyssée, qui cet été a connu plus 40%, on nous a redit ça ce matin, plus 40% de fréquentation. Donc c'est dire pendant l'été le nombre de vélos qui circulent dans notre ville aujourd'hui et aussi à Saint-Nicolas, dans nos villes et sur le territoire, puisque ça draine très largement. Donc cette passerelle, c'est sans doute aussi un équipement symbolique entre deux départements, deux régions, deux villes au cœur du territoire, mais c'est avant tout une requalification d'un élément majeur, là, vraiment au centre de ce cœur urbain étendu, qui permettra aussi de requalifier les entrées de ville de part et d'autre, les entrées de département et les entrées de région. Et dans la continuité, bien entendu, de cette traversée, donc là, c'est l'idée d'une passerelle piétonne, cyclo-piétonne, l'aménagement de l'avenue Jean Burel pour que cet espace qui aujourd'hui est très fréquenté puisse continuer, bien sûr, à être fréquenté, mais donne une place beaucoup plus prépondérante aux déplacements doux, piétons, vélos. Cette volonté va jusqu'au tournant du canal. Là, une illustration en haut à droite de ce que pourrait être la traversée de la Vilaine. Et en bas, le tournant du canal qui aujourd'hui je ne vous ai pas mis la photo actuelle, mais vous la connaissez tous sans doute. C'est une approche très routière. Bon, c'est l'histoire qui veut ça. Demain, la volonté de la commune de Saint-Nicolas, c'est vraiment de reconnecter son centre-bourg, son centre-ville au canal et d'offrir la possibilité à tout un chacun de s'asseoir tranquillement sur un quai qui autrefois était déjà très occupé. La friche Steph, qui est donc la deuxième friche située en cœur de ville. On a sur cet espace une recomposition et une programmation mixte, avec d'une part une volonté toujours, comme sur le site Garnier, d'avoir un programme résidentiel adapté aux familles, voire aux seniors, puisqu'on a pu constater une très forte demande. Mais aussi un îlot qui serait consacré plutôt à des activités tertiaires et activités économiques en grande proximité avec la gare et déjà des actions qui ont été menées au niveau du bâtiment Victor Hugo. Donc on est bien dans une cohérence de l'action publique sur cet espace-là avec une vitrine exceptionnelle en sortie de gare. Et aujourd'hui, une relocalisation qui est à l'étude du campus Esprit qui pourrait trouver là sa place à proximité de tout un pôle économique. Donc un espace qui est très complémentaire avec l'espace Garnier tel qu'on l'a pu le découvrir tout à l'heure, mais avec
quand même une proximité du canal et une envie de réouverture du canal sur ces espaces-là qui permettrait effectivement d'avoir à cet endroit-là un espace urbanisé intéressant entre un quartier déjà habité qui est le quartier Châtelet et puis le cœur de ville. Et enfin, pour finir, construire la grande échelle d'un projet parc et port. Là, on retrouve bien sûr la volonté de la reconversion et d'une nouvelle vie, nouvelle activité autour d'un port technique qui pourrait accueillir demain peut-être un port à sec et surtout un certain nombre de services aux plaisanciers et donc de nouvelles activités économiques. On retrouve aussi dans ce projet-là la volonté à l'échelle du territoire de développer les activités nautiques et pour cela, on est en train de mener tout un travail en lien avec le deux gestionnaires, la région Bretagne et puis aussi le département de Loire-Atlantique pour vraiment être en cohérence et en synergie de l'action publique. Et puis la volonté aussi d'affirmer notre identité qui est l'eau à l'échelle du territoire et donc de pouvoir redonner un second souffle non seulement au musée qui existe aujourd'hui, mais peut-être étendre cette thématique à d'autres approches plus scientifiques, plus culturelles sur la thématique de l'eau qui est toujours un élément très attractif pour les publics. Un petit zoom sur le site de la Corderie qui fait partie de cette dynamique autour de l'eau, puisque aujourd'hui, Redon Agglomération a investi dans une nouvelle base nautique qui va permettre aux associations sportives de pouvoir développer leur activité. On accueille déjà aujourd'hui de grandes manifestations d'intérêt national, régional et national, et donc c'est de pouvoir demain poursuivre dans cet esprit-là et de requalifier cette rive qui, face au quai du Guétrouin, qui est sans doute un des plus beaux quais de Redon, avoir une rive douce, apaisée, qui permette de venir tout simplement s'allonger dans l'herbe et profiter de ce patrimoine exceptionnel. Et puis de continuer à intensifier, de soutenir les activités qui sont déjà en place, notamment le Transfo, qui est un espace naturel sensible exceptionnel dans la manière dont il approche la reconversion d'un ancien site industriel, et puis des activités associatives qui sont tout à fait intéressantes dans leur approche sociale, telles qu'un vélo pour l'Afrique ou Noria qui travaille sur les matériaux biosourcés. Donc une vocation aussi de loisir. Et pour terminer cette présentation du plan guide, quelques diapos pour vous dire que déjà aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les 4 collectivités sont dans une phase d'enclenchement de ces opérations et les 4 leviers concomitants que les élus ont souhaité de travailler, c'est d'une part d'enclencher la reconversion des halles Garnier, c'est de commencer à travailler sur la reconnexion ville-centre, axe ville-port. C'est bien sûr de valoriser la friche Steph en synergie avec le site Garnier et de commencer à travailler sur les projets de territoire, mais c'est déjà le cas. On le voit d'ailleurs au travers cette illustration-là qui montre déjà un ensemble d'opérations qui sont engagées. On y trouve au niveau du site Steph l'acquisition et la libération de l'espace qui s'est fait au cours de l'année 2020. On y trouve aussi en ce moment un travail qui est mené sur la relocalisation de la capitainerie qui se trouvera désormais du côté de la route de Vannes. Un travail qui est engagé aussi par la ville de Redon sur la restauration des péniches. Une opération qui s'enclenche avec la création d'une passerelle au bout du port pour reconnecter le quartier, la route de Vannes et le quartier du Châtelet à la presqu'île. Un diagnostic a été mené sur les halles Garnier qui nous permet de voir aujourd'hui le possible de l'usage de cette usine. Une base nautique qui est pratiquement livrée, même livraison donc là à l'automne 2020. Un travail qui a été engagé sur la sécurisation de l'avenue Jean Burel. Et puis en parallèle des études préopérationnelles, notamment une étude sur la protection contre les inondations qui est en cours et qui avance et qui nous permet aussi de voir le possible sur cette zone qui est très contrainte sur ce sujet des inondations, et puis une étude sur la valorisation du domaine fluvio-maritime.
excusez-moi, un peu trop vite. En 2022-2023, on engage des opérations, enfin, un certain nombre d'opérations sont engagées et un certain nombre d'opérations sont programmées. Aujourd'hui, l'équipe Greter est missionnée sur de nouvelles opérations, notamment des opérations de requalification des espaces publics, avec la volonté de la ville de Redon, notamment d'aller jusqu'à une phase de travaux pour le quai Jean-Bart jusqu'à la passerelle du port et le quai d'Amiral de la Grandière qui longe le canal de Nantes à Brest. Le projet passerelle sur la Vilaine qui démarre aussi avec cette volonté de toutes les collectivités partenaires de voir se résoudre ce problème de sécurité et de traversée de la Vilaine. Un travail qui s'enclenche aussi sur les halles gagnées, d'études préopérationnelles dans la continuité de l'étude de Diag qui vient d'être faite pour aboutir à terme à une déconstruction, en tout cas au cours de ce mandat, des halles Garnier. Un travail qui est mené aussi pour pouvoir étudier comment on peut commencer à amorcer l'évolution de l'avenue Jean Burel et la traversée de la voie ferrée. Et puis enfin, un travail qui est mené sur une étude de faisabilité de l'avant-port. Tout ça pour vous montrer que le plan guide, à peine terminé, est déjà dans une phase opérationnelle avancée, puisque, bien entendu, certaines opérations étaient déjà initiées et déjà de longue date, mais elles trouvent là toute leur pertinence et leur cohérence au regard de ce plan qui vient d'être validé par les 3 collectivités, puisque Saint-Nicolas a été la dernière hier soir à valider le plan guide avec succès. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir été assez claire. Je ne sais pas combien de temps j'ai... Ah, j'ai débordé un peu. Je m'en excuse auprès de Ludivine. Et je reste à votre disposition pour toute question. Ok. On laisse Pierre présenter Cœur de Ville. Et puis après la présentation, vous pourrez... poser vos questions soit via le chat, soit en levant la main sur l'outil de visio sur lequel vous êtes connecté. Bonsoir tout le monde, Pierre Laurenceau, donc chef de projet Action Cœur de Ville à la ville de Redon. Donc je vais vous présenter le dispositif Action Cœur de Ville. Alors, Cœur de Ville, qu'est-ce que c'est ? ACV, Action Cœur de Ville. C'est un plan national qui vise à revitaliser les centres-villes des villes moyennes. Entendez par ville moyenne les agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants. Ça représente à peu près un quart de la population française qui vit dans une ville moyenne. Villes qui sont sources de dynamismes divers, que ce soit économique, social, patrimonial, culturel, mais qui peuvent souffrir d'un manque d'attractivité, de logements dégradés, de problématiques de vacances, que ce soit des locaux commerciaux ou des locaux d'habitat, et une problématique d'attractivité. Donc, pour ce faire, le ministère des Cohésions des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a lancé un dispositif intitulé Action Cœur de Ville, en faisant un appel à candidature. Et 222 villes en France ont été lauréates. Donc, Redon en fait partie. Et on est d'ailleurs une des plus petites villes de France à être retenue à ce titre-là. Sachez qu'en Bretagne, il y a 11 villes qui sont estampillées Action Cœur de Ville. En Ille-et-Vilaine, il y en a 4, dont Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon. C'est un programme national de soutien de 5 milliards d'euros en 5 ans, avec essentiellement 4 principaux financeurs. L'État, qui interviendra dans le cadre de ces dispositifs classiques de dotation, de soutien à l'investissement ou d'équipement des territoires ruraux. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Donc là, c'est vraiment sur la problématique, la thématique de l'habitat, avec 1,2 milliard € sur de l'ingénierie et des travaux d'amélioration de l'habitat. L'opérateur Action Logement, qui propose 1,5 milliard € sur de la réhabilitation d'immeubles, mais à destination des salariés. La Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, avec 1 milliard d'euros en fonds propres et 700 millions en prêts. Donc au niveau local, comment ça se passe ? C'est un programme national qui dispose d'un guide et d'un cadrage. Donc on a signé en septembre 2018 une convention cadre qui va jusqu'en février 2025, avec les 3 collectivités impliquées dans le programme Confluence, parce que nous avons pu nous appuyer sur un projet de vitalisation du centre-ville, mais aussi le programme Confluence. Donc c'est la ville de Redon, Redon Agglomération, et la ville de Saint-Nicolas. Pour la partie de la digue,
Convention signée avec donc 7 partenaires, l'État, l'ANA, l'Action Logement, Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et des partenaires locaux, l'établissement public foncier de Bretagne, la région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine. C'est un plan partenarial qui comprend une trentaine d'actions et qui doit être décliné selon des thématiques multi-axiales que je vais vous présenter. Ça s'appuie également sur un périmètre qui n'est pas forcément le même que Confluence, que vous avez sur cette carte-là, qui s'étend plus au nord-est sur le quartier prioritaire politique de la ville de Bellevue, qui comprend l'hypercentre, le centre-ville dans sa centralité commerciale et patrimoniale architecturale, le quartier de Gare Châtelet, et puis l'île de Redon, le port et la digue. Donc après, tout l'enjeu, ça a été de décliner axe par axe les actions qui pouvaient permettre la dynamisation du cœur de ville. En termes d'habitat, donc l'enjeu, c'est bien de redynamiser l'immobilier local avec une recherche de mixité démographique. Donc ce qu'on cherche, c'est regagner de la population en termes de ménages pour des seniors, pour les étudiants, les cadres ou les familles. À travers des opérations immobilières, alors qu'elles soient de renouvellement urbain, donc tout ce qu'on a pu présenter dans le cadre de Confluence sur les friches Garnier, sur la friche Steph, aussi sur la réhabilitation d'anciens ateliers municipaux, anciennes écoles et anciennes casernes de pompiers, pour ceux qui connaissent à Redon sur la rue Thiers, la programmation de logements individuels dans le quartier de Bellevue et la volonté d'avoir un focus sur une résidence étudiante dans le cadre de Confluence 2030. En termes d'habitat, l'idée c'est de poursuivre les opérations d'amélioration de l'habitat dans le cadre de l'opération de l'OPA communautaire, avec un focus sur le centre-ville, sur 2 volets dits de renouvellement urbain, sur le secteur de la Grande Rue et de la rue Notre-Dame. Donc ça, c'est un dispositif qui existe déjà depuis 2016 jusqu'en 2021 et dont on va demander la prorogation pour aider les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants ou les syndics de copropriété dans l'amélioration de logements avec des travaux de réhabilitation d'habitat dégradé, d'adaptation à l'autonomie pour les personnes à mobilité réduite ou d'amélioration énergétique. Donc là, ce qui me paraissait intéressant, c'était de vous montrer un exemple concret d'une opération de réhabilitation d'un immeuble dans le périmètre de renouvellement urbain de Redon. Vous voyez que sur une opération de réhabilitation de création de 4 T2, dont les coûts de travaux s'élevaient à 136 000 €, on arrive à un taux de subventionnement de 72 € avec un montant d'aide de 98 000 €. Donc sur ces aides-là, on a des aides de l'ANA, des aides aussi de Redon Agglomération et de la ville de Redon à parité. C'est quand même des opérations intéressantes. Sur l'axe habitat, un des buts, c'est de lutter contre la vacance, mais aussi de travailler sur l'habitat indigne ou insalubre, et comme le permet la loi, enfin comme nous y incite la loi Elan, de aussi faire la chasse aux marchands de sommeil. Donc pour ce faire, un des gros avantages de l'opération de revitalisation du territoire, c'est d'avoir fait bénéficier l'ensemble de la commune de Redon et l'ensemble de la commune de Saint-Nicolas d'un dispositif de défiscalisation qui manquait sur Redon, sur le de Normandie dans l'ancien, pour l'investissement locatif. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc on a des outils incitatifs d'aide, des outils incitatifs fiscaux. L'idée, c'est d'aller plus loin en actionnant des leviers plus coercitifs, en jouant sur, pourquoi pas, la fiscalité sur les logements vacants, ou alors sur des déclarations d'utilité publique et de l'expropriation. Sur le traitement de l'extérieur, de l'esthétisme de la ville, il apparaît important aussi de continuer ce qu'on avait déjà engagé au niveau de la ville de Redon, avec une nouvelle campagne de ravalement de façade. Donc là, vous avez sur la rue des Douves un exemple d'un bâtiment avant et après ravalement. Le deuxième axe, c'est le développement économique et commercial. Donc sur l'offre d'activité économique, bien évidemment, dans le cas des opérations de renouvellement mixte, qu'on retrouvera sur les friches Garnier et la friche Steph, il y aura un volet activité tertiaire économique. On a prévu aussi, on en a parlé dans le cadre de Confluence, d'aider à la constitution de nouveaux parcours pour des entreprises innovantes, du style un incubateur des industries culturelles et créatives, ou alors autres start-up. La volonté que l'on a, c'est aussi d'aider
les commerçants dans leurs problématiques quotidiennes et de clarifier les règles d'occupation du domaine public pour les entrepreneurs. Donc on voudrait travailler sur une charte des terrasses et des enseignes. Développer aussi avec les commerçants des plateformes d'outils numériques, développer la numérisation, le digital et des politiques d'animation pour faire vivre et ramener du flux en centre-ville. Une des actions que l'on a portées au niveau de la ville, ça a été, dans le but de réduire la vacance commerciale, d'acheter des cellules et de monter des opérations de boutique à l'essai. Donc on a un réseau partenarial pour ce faire, avec les chambres consulaires, avec des plateformes initiatives Pays de Vilaine. Nous avons pu concrétiser un premier exemple dans la Grande Rue. Vous avez à gauche une boutique dont le pas de porte était fermé, que l'on a pu donc acquérir, proposer en appel à candidature à différents porteurs de projets, avec un loyer attractif. Et là, on a pu ouvrir une cave, une caviste qui s'est installée. On a aussi la volonté de mixer les deux axes. C'est-à-dire, si on peut, c'est de proposer des réhabilitations complètes d'immeubles. Parce qu'on s'aperçoit souvent qu'il ne faut pas forcément traiter que les étages ou que le rez-de-chaussée commercial, mais traiter les deux ensemble. Donc, c'est ce qu'on a pu faire sur une opération dans la rue Victor Hugo, avec un traiteur, où l'idée, c'est que la collectivité achète le rez-de-chaussée et peut installer le commerçant, qui, lui, peut faire aussi des investissements locatifs à l'étage. Donc, il y a d'autres immeubles qui sont en voie de repérage, comme potentiels, dont on sait qu'ils sont vacants depuis un certain nombre d'années, parfois en état de vétusté, et qu'on aimerait pouvoir remettre sur le marché en travaillant sur l'ensemble de l'immeuble. Et là encore, en activant les partenaires financiers du programme, que ce soit l'ANA, que ce soit Action Logement, ou avec un portage foncier par l'établissement public foncier. Le troisième axe, ce sont les mobilités et les connexions. Donc je ne reviens pas sur... ça fait partie aussi, vous voyez en quoi les deux dispositifs sont liés, c'est de mettre en connexion les quartiers et les mobilités douces, en réalisant donc des passerelles, vélo-piéton, la continuité de mobilité douce, donc au-dessus de la Vilaine entre Redon et Saint-Nicolas, mais aussi à l'entrée sud du port de Plaisance. C'est de créer un plateau de sécurisation de connexion dans la Grande Rue et la rue du Port, et d'aménager les abords et les quais des voies d'eau. Donc on a remis la même illustration sur le quai Jean-Bart et sur les abords de la Corderie. En mobilité, ce qui me paraissait important, c'est aussi d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité du centre-ville. Donc pour ça, on va lancer très prochainement un marché de reprise de la signalétique et du jalonnement. Donc la signalétique directionnelle, la signalétique d'information locale, les panneaux si vous voulez, pour améliorer la lisibilité et proposer un circuit de cheminement, de jalonnement avec la notion du temps de déplacement à pied. Pour favoriser donc, et faciliter les déplacements doux, également de proposer des mailles aménagées ou des aménagements de valorisation paysagère ou de déambulation, notamment dans le quartier de Bellevue. Et pourquoi pas étudier un service de transport urbain décarboné en véhicules propres. Le quatrième axe, ce sont les espaces publics et le patrimoine. Donc là, l'idée, c'est de revitaliser le centre-ville en jouant sur les espaces animés et conviviaux. Donc comme on l'a dit, c'est aussi de jouer sur les aménagements des abords de l'abbatiale, de l'hôtel de ville et de la place du Chessan, et de travailler à animer l'espace urbain avec des endroits fédérateurs, un travail sur l'ambiance, le mobilier, l'éclairage, sur des espaces scéniques qui peuvent apporter de la vie. On veut aussi proposer donc, du mobilier urbain innovant avec des équipements connectés. Ça peut être des bancs connectés, on peut brancher ses équipements de smartphone. Ça peut être des équipements de redécouverte du patrimoine avec des équipements connectés modernes, des nouvelles technologies, mais aussi de retravailler le cadre de vie avec du mobilier de propreté, du mobilier de sport urbain. Au niveau patrimonial, on engage le programme de rénovation de l'abbatiale Saint-Sauveur, et on veut mettre en place un dispositif avec l'architecte des bâtiments de France de sites patrimonial remarquables dans le cadre de notre périmètre de protection. Le cinquième axe, ce sont les services et équipements. Donc je ne reviens pas sur la mise aux normes et le développement du port de Plaisance pour redonner l'identité fluvio-maritime, la réalisation de la base nautique. On a aussi la réhabilitation de la maison des fêtes sur le quartier de Bellevue, et puis en projet des réalisations d'aires de jeu
ou de déplacement et de création d'un nouveau skatepark. Le sixième axe, il est sur le développement social et solidaire à destination des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et des familles, en jouant la carte de l'intergénérationnel et de la solidarité. Donc on a déjà réalisé un parc urbain, un city-stade, un parc urbain intergénérationnel à Bellevue. On voudrait favoriser la cohabitation intergénérationnelle entre les personnes âgées et les étudiants ou les jeunes actifs, et aussi créer des réseaux de solidarité entre voisins et envers les personnes fragiles, comme on a pu le voir au moment du contexte du Covid, c'est d'actualité. Et dernier point, ce sont de créer les conditions du bien-être dans l'aire urbaine. Donc là, c'est d'intégrer tout le développement de l'urbanisme favorable à la santé et l'intégration de la nature en ville, avec des projets de jardins partagés, de vergers. On a un projet de verger autour de la piscine, des espaces de déambulation facilités et un circuit multisensoriel autour de l'EHPAD des Charmilles. Donc où est-ce qu'on en est rendu à ce stade? On est en train de valider les fiches actions, de budgétiser et de finaliser la programmation. On engage une discussion avec les partenaires financeurs maintenant pour pouvoir financer toutes ces actions, pour adopter un avenant de projet à la fin de l'année 2020, dont la réalisation, la mise en œuvre pourra courir jusqu'en 2025. Voilà, merci. Ces différentes interventions. L'idée maintenant, c'est de laisser la parole aux auditeurs qui sont en visio ou par téléphone. Vous êtes près de 50 connectés par visio. Vous pouvez soit lever la main sur l'outil, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire sur la barre du bas. Vous pouvez également, via le chat qui se situe sur la gauche de votre écran, en cliquant sur la petite flèche, poser des questions. Alors on a tout de suite une première question qui concerne... qui fait écho à la présentation de Pierre Laurenceau sur Cœur de Ville. La question est la suivante. Est-ce que cette opération concerne uniquement le centre-ville de Redon ou est-il possible d'en faire bénéficier les bourgs extérieurs? Et cette question, il y a une précision sur la suite et c'était aussi par rapport aux aides pour l'amélioration des logements. Monsieur Marie, vous souhaitez répondre sur le... Oui. Je retire mon masque le temps de la réponse pour qu'on m'entende mieux. Je le remettrai après, en n'oubliant pas. Effectivement, cette opération Cœur de Ville permet de mettre en œuvre une opération de revitalisation du territoire sur les communes de Redon et Saint-Nicolas-de-Redon, avec l'avantage fiscal, la défiscalisation, comme on dit, dite de Normandie dans l'ancien. C'est déjà une première chose. C'est l'occasion de rappeler que l'ensemble du territoire des 31 communes est en opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec des accompagnements substantiels pour les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants selon les conditions de revenus pour ces derniers, et de dire que l'opération Cœur de Ville, enfin Petite Ville, pardon, excusez-moi, de demain, où nous aurons des candidatures dans le 44, Guémené-Pinfo, Pipriac dans le 35 et secteur morbihanais à l'air, mais peut-être avec les communes d'Orieux, Saint-Jean, en particulier Paillac et peut-être également Saint-Péreux, eh bien, permettront également de, si nous sommes retenus, ce que nous espérons, hein, parmi les 1000 projets en France, de mettre en place également une opération de revitalisation du territoire, entre autres. Et ça déclenche de la même façon, finalement, le dispositif de Normandie qui accompagne tout simplement des acquisitions et des rénovations d'immeubles dans nos centres-bourgs qui sont aujourd'hui vacants. Ça peut être aussi des opérations de transformation de commerce ou autres immeubles en logement. Et c'est une façon de s'inscrire pleinement dans les politiques publiques nationales et je pense également dans la Breiscope, dans la politique régionale qui vise, faut-il le rappeler, tout simplement, zéro consommation de foncier à terme. Donc ce qui veut dire que cette densification, aujourd'hui et encore plus demain, sera au cœur de nos politiques publiques et c'est vraiment une opportunité. Donc d'abord sur Redon et Saint-Nicolas-de-Redon, sur l'ensemble des deux communes, mais ensuite au-delà, sur les communes que j'ai pu évoquer, de manière tout simplement à réhabiliter de l'immobilier de centre-ville, à permettre de mieux loger les logements, d'accueillir de nouveaux habitants, d'être aussi dans une démarche d'économie de foncier et de transition énergétique en particulier.
Un autre participant demande si le dispositif de Normandie concerne-t-il tous les quartiers de Redon. Alors, je vais laisser Monsieur Laurenceau répondre. Oui. Ou Monsieur le maire de Redon. Je ne sais pas si Pascal est... Vas-y, Pierre. Oui, je vous propose de faire un petit focus Normandie. Pour vous répondre, oui, ça a été précisé en fin d'année 2019, parce qu'il est vrai qu'au départ, il était prévu que le dispositif de Normandie ne s'applique que dans les centres-villes des ORT, mais après, il y a eu un communiqué de presse et une précision du ministère qui précise bien que le périmètre est possible d'en bénéficier dans l'ensemble des territoires des communes éligibles et non plus dans les seuls centres-villes. Le dispositif continuera de porter sur les communes identifiées comme ayant un besoin particulier de réhabilitation de l'habitat. Donc le fait d'avoir constitué une opération de revitalisation du territoire avec même une partie de Saint-Nicolas a donné la possibilité d'avoir l'étendue du dispositif de Normandie sur l'ensemble de la commune de Saint-Nicolas et sur l'ensemble de la commune de Redon. Par contre, ce sont les limites communales de Redon et de Saint-Nicolas. Ce dispositif a été aussi étendu jusqu'au 31 décembre 2022. Et pour rappel, c'est une aide fiscale qui vient pour des bailleurs qui achèteraient dans les communes éligibles au dispositif, qui souhaiteraient mettre leurs biens en location longue durée, 6, 9 ou 12 ans, avec des exonérations de réduction d'impôt de 12% quand on met le bien en location pendant 6 ans, de 18% si le bien est en location de 9 ans, et de 21% si c'est 12 ans, à condition de réaliser des travaux qui correspondent à 25% du coût total de l'opération. Et des travaux, il y a 2 catégories. C'est soit vous améliorez la performance énergétique de votre logement d'au moins 30%, ou soit vous faites des travaux sur un bouquet de 2 types de travaux sur un bouquet de 5, les isolations de combles, changement de chaudière, les fenêtres, isolation des murs et changement de production d'eau chaude. Donc après, c'est soumis à plafond de dépenses, pas plus de 300 000 euros. Et on a regardé, les loyers pratiqués sont plafonnés, mais ça correspond tout à fait à l'offre locative sur Redon. Merci Pierre. Alors les participants ne m'entendent pas. Est-ce que vous pouvez, quand vous répondez, peut-être reposer la question pour que ce soit audible ? On a une autre question de Amel TBC du groupe Brémont qui demande quelles connexions sont prévues avec le projet de développement de l'hydrogène sur Redon avec H2X. Peut-être pour vous, Monsieur Marie, de nouveau, si vous pouvez reposer la question du coup pour... Oui, alors il nous est demandé de faire le lien avec les développements hydrogène H2X sur Redon. Donc ce projet qui avance bien, qui réunit aux côtés de Redon Agglomération, Morbihan Énergie et le syndicat d'énergie 35 d'Ille-et-Vilaine, mais également des partenaires bancaires et industriels, consiste tout simplement à produire, stocker et distribuer de l'hydrogène à plusieurs types de véhicules. Tout d'abord, les bennes à ordures ménagères de Redon Agglomération. Nous avons déjà notre propre marché. Deuxièmement, l'utiliser pour le transport scolaire. N'est-il pas utile de rappeler que sur Redon, nous avons plus de 6000 élèves qui viennent tous les jours étudier. Et enfin, de mettre en place une flotte automobile, voitures particulières, avec une partie flotte d'entreprise, mais une partie également en autopartage. Ça va permettre de créer sur Redon, donc d'amorcer une filière industrielle et également d'utiliser finalement une énergie décarbonée, puisque ce sera naturellement de l'hydrogène vert qui sera produit par en particulier les éoliennes locales. Donc le lien peut se faire naturellement sur le sujet des mobilités et le sujet du service à la population. Ce projet hydrogène s'inscrit pleinement dans le plan hydrogène français et pourrait également essaimer sur d'autres territoires. Je sais également que ce soit dans l'Est, dans le Sud ou en Vendée, pour ne citer que ces territoires, des projets similaires ou, j'allais dire, complémentaires, c'est pas le mot, mais différents et complémentaires dans leur approche, en tout cas, existent. Mais ce projet avance bien et devra avoir sa réalité en 2022, printemps 2022, pour la mise en service. Ce
qui veut dire que les décisions seront prises d'ici la fin d'année. Et ensuite, il y aura naturellement une phase d'autorisation, une phase de construction courant 2021 et début 2022. Alors on a une autre question qui concerne Pascal Duchesne et Albert Guillard notamment, qui est la suivante. On a beaucoup parlé de voies douces, de contraintes aux voitures, voire d'interdiction des poids lourds, de développement des déplacements à vélo ou à pied. Mais pour développer le commerce, et en particulier le commerce de centre-ville, il faut tout de même ne pas bloquer la circulation des voitures. Qu'en est-il d'un éventuel contournement ouest de Redon pour dévier les véhicules en transit? Pascal Duchesne? Je n'ai pas. Il y a quelqu'un qui manipule des instruments. Là, je n'ai pas entendu la fin de l'intervention de Divine. J'ai compris que ça concernait les voies douces, mais je n'ai pas la suite. Alors la question est la suivante, je vais essayer de parler plus fort, mais je suis très loin du micro. On a beaucoup parlé de voies douces, de contraintes aux voitures, voire interdire les véhicules légers, mais pour développer le commerce en centre-ville, il faut tout de même ne pas bloquer la circulation des voitures. Qu'en est-il d'un éventuel contournement ouest de Redon? Alors, d'abord, il ne s'agit pas d'interdire l'accès des voitures légères en centre-ville. Ça, c'est une vue de l'esprit. Un élu a la capacité d'écouter les lobbies, mais pas de privilégier un lobby plus qu'un autre. Et il doit toujours veiller à l'intérêt général. Il y a un lobby cycliste, il y a un lobby voiture automobiliste, on va dire, et il y a à considérer l'intérêt général. Il se trouve que la ville de Redon est un centre d'un territoire rural. Demain, interdire l'accès des voitures ou le limiter de façon outrancière, ça serait une erreur. Donc, il s'agit de favoriser l'apaisement de la circulation, et tout en veillant à l'accessibilité de la ville. Il n'en reste pas moins que dans nos projets, nous veillerons à améliorer la circulation et à veiller aussi à l'apaisement de cette circulation. Voilà. Donc, il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est que si on entend ici et là, et je sais que certains élus s'en sont émus à la présentation qui a été faite ce soir, dernièrement, de maires, notamment de communes périphériques, ou même éloignés de la ville-centre. Non, il s'agira de trouver le bon compromis pour rendre la ville toujours accessible aux voitures particulières. Il n'empêche, il faudra donc, je le répète, veiller aux bons équilibres et à améliorer la situation sur la ville-centre. La question était reliée, me semble-t-il, au commerce, c'est cela? Oui. Sur la question de... Comment? La question est pour développer le commerce, et en particulier le commerce de centre-ville, il faut tout de même ne pas bloquer la circulation des voitures. Et il y avait la question de qu'en est-il d'un éventuel contournement ouest de Redon pour dévier les véhicules en transit. Alors, contournement ouest, contournement nord, nous sommes avec Jean-François Marie en discussion avec notamment le département d'Ille-et-Vilaine, je le précise, pour envisager le contournement nord de Redon. Il est clair que nos communes, et celle de Saint-Nicolas l'est autant que celle de Redon, sont impactées par le trafic et par la pénétration dans nos agglomérations d'un flux de camions qui sont donc obligés de traverser nos communes plutôt que de les éviter quand elles n'ont pas d'usage dans la ville. C'est un constat. Il nous faut donc travailler avec nos partenaires, en l'occurrence le département, d'autres probablement encore, pour identifier les possibilités de contournement de la ville-centre et de sa périphérie, pour éviter à ce trafic de se faire comme il se fait aujourd'hui, et pour donc améliorer, c'est à corroborer avec le premier point, la circulation
une circulation apaisée dans le centre-ville. Alors, un scénario qui se dégage, c'est celui du Nord, mais au moment où je parle, rien n'est encore acté. Nous avons rencontré le département il y a quelques 3-4 semaines avec Jean-François Marie et les élus d'Ille-et-Vilaine, du département, j'entends, pour y travailler et faire en sorte d'améliorer significativement la circulation au nord de la ville, puisque aujourd'hui, on est obligé d'entrer dans la ville, même si on n'y entre pas, si on ne va pas jusqu'en son centre, pour aller d'un point à un autre, pour rejoindre le Morbihan ou pour rejoindre de la Loire-Atlantique le Morbihan. Nous sommes devant un nœud. Alors, c'est un travail de longue haleine parce que chacun peut envisager le coût de telles opérations qui peuvent se compter en dizaines de millions d'euros. Il faut que cela s'inscrive dans des agendas, dans des priorités, et cela rend pas évidemment la capacité des collectivités à le faire. Mais enfin, nous nous sommes mis en marche, j'allais reprendre encore l'expression, pour que nous puissions aboutir à un scénario et l'engager. Moi, je veux bien apporter un complément sur cette question. Il y a deux volets. Le premier, c'est les poids lourds. Pour ce qui est du centre-ville de Saint-Nicolas, des travaux ont été faits pour que tous les poids lourds passent par la RD 775, c'est-à-dire la route de Châteaubriand, Guémené, Derval, etc. Cette voie qui doit pouvoir accueillir les poids lourds qui sont en desserte de la zone d'activité commerciale ou de proximité du centre-ville de Saint-Nicolas ou de Redon. Par contre, quand on fait des comptages, on s'aperçoit que nous sommes passés de 600 poids lourds jour à 500 poids lourds jour, avec les aménagements à la fois rue de Châteaubriand et avenue Jean Burel. On pense que ces poids lourds trouvent maintenant une autre voie que de passer en plein centre-ville. Je parle moi uniquement des poids lourds en transit, c'est-à-dire des poids lourds qui viennent de la Loire-Atlantique, traversent le cœur de ville de Saint-Nicolas, l'avenue Jean Burel, traversent le port et vont ailleurs dans le Morbihan ou remontent dans le 35. Je pense que ces poids lourds en transit, ils ont le droit de passer dans le pays, mais en cœur de ville, je crois qu'on peut trouver d'autres solutions. Et je tiens beaucoup à ce qu'on puisse améliorer cette situation, parce que ce n'est pas pour rien qu'on est à 20% de logements vacants dans le haut de la rue de Châteaubriand. Les rues ne sont pas des couloirs à voiture ou à poids lourds, ce sont des espaces publics dont la qualité doit être protégée. Donc je fais bien la différence entre les poids lourds en transit et les poids lourds qui sont en desserte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons des enjeux climatiques, nous avons des enjeux de transition écologique, et j'estime que la distance entre les deux centres-villes, Saint-Nicolas et Redon, c'est une distance idéale pour développer au quotidien des liaisons douces. Donc, quand dans Confluence 2030, on propose une passerelle supplémentaire à proximité du pont sur la Vilaine, c'est une passerelle exclusivement pour les liaisons douces et qui ne prend pas de place pour les véhicules. Parce que c'est le pont sur Saint-Nicolas, enfin le pont sur la Vilaine, est un endroit assez fragile, délicat, enfin c'est très sensible au niveau de la circulation. On a fait des essais, on l'a vite compris. Donc il n'est pas pour moi question d'opposer des liaisons douces et des véhicules. Aujourd'hui, c'est simplement reconnaître qu'il n'y a pas de liaison douce sécurisée 365 jours sur 365 pour ce cœur de ville entre Saint-Nicolas et Redon. Et s'il y avait des liaisons douces il y a quelques années, enfin on va dire quelques dizaines d'années,
des adultes aujourd'hui se souviennent d'avoir été au collège ou au lycée en vélo, et aujourd'hui c'est impossible ou dans des conditions très dangereuses. Donc pour nous, c'est bien rééquilibrer et harmoniser ces deux modes de circulation. Voilà, on a épuisé les questions qui étaient posées dans le chat, sauf à ce que quelqu'un se manifeste avant que nous passions du coup à la conclusion par Vincent Bazinet. Je ne vois pas de questions apparaître. Vincent, je te propose de conclure. Pas de questions, très bien. Mais écoutez, moi je voudrais tout simplement remercier les intervenants qui vous ont présenté ces différents projets. Je voudrais également remercier tous les participants. J'ai vu qu'on a pu atteindre la 50aine de participants en visio. Alors je suis vraiment navré du contexte et on n'y peut rien malheureusement, mais c'est vrai que la visio n'a pas la chaleur du présentiel et ça peut restreindre les débats. On avait eu plus de débats que ça, plus de discussions lors de la précédente session de ces rencontres territoriales qui avaient pour thème le développement de la fibre et d'un data center sur le territoire. Bon, mais voilà, il faut qu'on fasse avec la situation, qu'on s'adapte. En tout cas, ça a permis de voir la teneur de ces différents projets, leur richesse, de dégager des perspectives. Et puis, pour les entrepreneurs qui sont avec nous en visio aujourd'hui, de voir quels sont les projets sur lesquels ils peuvent contribuer, participer, s'investir à titre personnel ou entrepreneurial. Voilà. Si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté, n'hésitez pas à recontacter les intervenants, à recontacter éventuellement Ludivine Périnel qui pourra vous mettre en relation avec les intervenants. L'agence est là pour vous aider. Et je terminerai en disant simplement que avec ce contexte du Covid, n'hésitez pas à tout moment à contacter l'agence si vous avez des difficultés dans vos entreprises. L'agence est à votre disposition pour vous accompagner et vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous aider. Voilà, merci beaucoup. Ludivine, tu veux ajouter quelque chose ? Sur notre site internet et voilà, peut-être alors annoncer Ludivine, les rencontres. Je vais répéter parce qu'elle est loin du micro, je vais répéter simplement ce qu'elle dit. Donc l'ensemble de la présentation, enfin de la présentation de cette visio sera disponible en replay sur le site de l'agence. Et peut-être annoncer les rencontres territoriales de l'année prochaine. Alors par contre, je n'ai pas le calendrier en tête, donc j'ai besoin d'un anti-sèche là. En lien avec le projet de territoire, mais le calendrier va s'affiner. D'accord. Donc on continuera ces rencontres territoriales l'année prochaine. Oui, alors le projet de territoire, il va être décalé aussi en raison du contexte, donc le calendrier va s'affiner en conséquence. Très bien. Et bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine fois. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Merci.